Bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous de tous les samedis soirs, Café Presse. Café Presse reçoit ce soir un illustre invité. Il s'agit d'un universitaire, économiste, homme politique et enseignant à l'université Omar Bongo Ondimba. Professeur Ondosa, bonsoir. Bonsoir. Le PAM ne peut commencer cette émission ce soir sans pouvoir présenter au professeur Ondosa, à toute la communauté universitaire, également à l'État, parce que depuis hier, la République gabonaise pleure un ministre disparu, à la personne du professeur Fidel Mangue Mengwa, universitaire, enseignant à l'UOB et ancien ministre de la République. Alors, pour venir au sujet qui nous préoccupe ce soir, Café Presse, professeur, depuis quelques années, les années académiques s'accumulent à l'université Omar Bongo Ondimba, sans possibilité pour les enseignants, les étudiants, d'arriver à les boucler. En votre qualité d'acteur académique à l'UOB, ancien ministre de la République, de tutelle, d'où vient le problème? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. J'aurais dû ne pas venir, mais comme le rendez-vous était déjà pris, j'ai honoré ce rendez-vous parce que je vous ai donné mon accord. Alors, votre question est une question intéressante. D'abord, pourquoi les années ne sont pas bouclées? Il faudrait que le public le sache. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Premièrement, les grèves à répétition dans nos institutions d'enseignement supérieur et surtout à l'UOB. Parce que les problèmes ne sont jamais réglés. Les problèmes sont repoussés, retardés, en usant d'artifices, de l'achat des consciences, de la corruption qui ronge notre pays. La deuxième raison, c'est que les enseignants qui sont versés dans la politique, et surtout dans la politique du pouvoir, ne font pas leur boulot, tandis que d'autres passent leur temps dans les établissements privés. La troisième raison que j'évoquerai, c'est le règne du non-droit. On privilégie désormais l'empirisme juridique au détriment des règles de droit. La quatrième raison, c'est l'absence de toute sanction pouvant frapper les indélicats. Or, ce sont les personnes qui accumulent le plus de bêtises, qui sont maintenues à leur poste ou promues au seul motif qu'ils servent le pouvoir. Et enfin, l'absence d'un véritable contrôle de qualité. Voilà, à mon sens, les raisons effectivement des grèves. Mais d'où vient le problème? C'est simple. Le problème, au fond, vient du manque de volonté politique. Le manque de volonté politique au sommet de l'État, depuis toujours. L'université, l'enseignement supérieur en général, ne sont qu'une préoccupation de second rang pour les autorités politiques de notre pays. Ce n'est ni plus ni moins qu'un instrument au service du pouvoir PDG qui, depuis toujours, n'a que faire des compétences. Et c'est cela, la réalité. Alors, il y a eu cette année l'arrivée de la Covid-19 où il n'y a pratiquement pas eu cours au supérieur. Donc, au cumul des années non bouclées, s'ajoute la pandémie de la Covid-19. Le SNEC et les syndicats de l'UOB prêchent pour une année blanche cette année. Êtes-vous de cet avis? Alors, moi, je comprends la position du SNEC, sans nécessairement la partager au fond. Membre fondateur du SNEC initial, j'ai moi-même soutenu une telle position au début des années 90, exactement en 1993. Et l'année blanche a été décrétée. Donc, je comprends bien la position du SNEC, mais je ne la soutiens pas forcément. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un sujet très délicat. Si l'on fait aujourd'hui
le bilan de l'année blanche de 1993, effectivement, on se rend honnêtement compte qu'il vaut mieux avoir une année mal faite qu'une année non faite. Cela dit, il faut bien convenir que c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Dès lors qu'il n'y a pas de volonté politique affirmée pour redresser la situation, dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve avec un cumul d'années mal faites et une baisse dramatique du niveau des études. C'est ce que vit le Gabon depuis pratiquement le début des années 90. Par ailleurs, je ne vois pas le pouvoir actuel qui est préoccupé par la prochaine élection présidentielle, qu'elle soit anticipée ou qu'elle se passe en 93, se prendre à bras le corps les problèmes de l'enseignement supérieur. Je pense donc que véritablement, quand on n'a pas des pouvoirs publics qui sont capables de redresser la situation, rien ne sert d'aller à une année blanche. Mais il faut, pour prendre une telle décision, une véritable analyse en termes d'avantages coûts. Une année blanche, on la décrète pourquoi? Quels sont les avantages attendus pour une année blanche décrétée? J'en vois essentiellement trois. La première, c'est l'arrêt de ce que j'appellerais une bulle spéculative. Il y a bulle lorsque un individu de niveau réel quatrième se retrouve avec un baccalauréat ou se retrouve dans l'enseignement supérieur, avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette bulle. Donc, véritablement, il faut l'arrêter, il faut rectifier le tir. Sinon, pour notre administration publique, pour les administrations privées, pour le pays, c'est véritablement l'échéance, la déchéance. Ensuite, lorsqu'on décrète une année blanche, c'est qu'on a envie de régler les problèmes courants. Il faut régler un certain nombre de problèmes courants et ensuite prendre date pour échelonner les autres qu'on pourra régler mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. Je donnerai à ce propos un exemple. J'étais ministre de l'Éducation nationale lorsque s'est posé le problème de la rentrée scolaire. J'ai construit 2 établissements en 2 mois, Dibadibé et Montagne. Mais c'était échelonné. J'avais besoin de 10 places, à raison de 30 places, 30 élèves par classe. Mais je ne construisais que les 6e. L'année d'après, on devait construire les 5e. L'année d'après, les 4e. Donc, en ce temps, vous avez un établissement complet, bien fait, et qui est compatible avec les dépenses budgétaires, qui est compatible avec la capacité d'absorption de notre pays. Donc, véritablement, ce n'est pas des solutions qui manquent, mais des vrais problèmes pour un mauvais gouvernement qui prend des mauvaises options et qui prend des mauvaises solutions. Genre, il faut transformer les établissements primaires en lycée. C'est une aberration. C'est une insulte pour notre pays. Voilà ce que je veux dire à ce sujet. Mais maintenant, il y a des inconvénients d'une année blanche. On la décrète, c'est bien, mais il faut comprendre qu'il y a des inconvénients. D'abord, une perte sèche pour la nation, avec des coûts lourds, des coûts explicites et des coûts implicites. Je parlais tout d'abord des coûts explicites. Le coût financier d'une année perdue, ça se calcule par étudiant, pour la nation, pour la fonction publique, pour tout le monde. Il y a un coût social d'une année perdue, ça peut se calculer. Il y a le coût humain d'une année perdue. Vous avez investi pour que votre enfant passe une scolarité et l'année est blanche. Et il y a enfin ce que j'appellerais les coûts économiques et enfin les coûts implicites, c'est-à-dire les coûts cachés. En fait, lorsque il y a de tels coûts et qu'on fait une analyse avantage, c'est alors qu'on peut décréter une année blanche, à condition que le gouvernement ou le pouvoir soit apte à prendre de bons engagements
et véritablement à assumer cette décision. En conclusion, par rapport à l'année blanche, je dirais qu'une année blanche n'est acceptable que lorsqu'on est en face d'un pouvoir, elle n'est pas acceptable lorsqu'on a en face de soi un pouvoir sourd qui ne veut et ne peut rien régler et qui se contente juste des effets d'annonce. Donc, une année blanche dans un pays sérieux, ça ne se décrète pas n'importe comment parce que les coûts en sont trop lourds. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, en lien avec la même question, certains enseignants estiment qu'il faut valider l'année au cas par cas. Qu'en pensez-vous? Je pense déjà avoir répondu à cette question, valider l'année au cas par cas. Oui. Mais l'inconvénient, c'est que vous créez un désajustement lourd de conséquences. Vous avez deux personnes qui ont eu le bac la même année. Vous validez une année pour les uns et vous l'invalidez pour les autres. Vous comprenez le coût moral que ça a pour ceux qui ont eu la même année, la même année, et le coût économique et social. Donc on revient pratiquement à la même situation. Ce qu'il faut faire, on se dit, on se donne les moyens de pouvoir avoir une année mal faite. Tout le monde se met à la tâche. Le gouvernement assume pour régler les problèmes qui doivent être réglés. Ou alors, au terme de l'analyse avantage, effectivement, on décrète, en se bouchant les yeux, une année blanche. Alors, depuis quelques années, en lien avec les grèves et les années inachevées au supérieur, beaucoup de nos enfants, après le bac, disent qu'ils veulent sortir. Sortir pour quoi faire? Ils disent quand même qu'ils veulent sortir. Est-ce la solution? Eh bien, ce n'est pas la solution. Un État doit pouvoir assurer la formation de ses enfants. Et maintenant, si l'État n'en a pas les moyens, on peut recourir, c'est des solutions ponctuelles, ponctuellement, ou pour certaines filières dont le coût est élevé, et toujours une analyse avantage-coût. Pour telle ou telle filière de points, vaut-il mieux former sur place ou vaut-il mieux envoyer à l'extérieur, payer les coûts de la scolarité? C'est ainsi que le raisonnement se fait dans des pays sérieux, organisés. Mais chez nous, véritablement, mais les jeunes, la première réaction c'est qu'on veut sortir, mais où vont-ils? Dans des écoles de seconde zone. Il y a quelques années, le Gabon dépensait près de 50 milliards dans les écoles de seconde zone au Maroc, dans les écoles de seconde zone en France, dans les écoles de seconde zone, effectivement, au Sénégal, dans les écoles de seconde zone au Bénin. Une fois qu'ils sont rentrés, mais c'est notre fonction publique qui est dans une situation difficile. Je donne un exemple. La situation économique dans laquelle nous sommes, elle est le fait de qui? Des faux diplômés qui ont été fabriqués au Maroc, des faux diplômés qui ont été fabriqués à Dakar. Or, dans ces pays-là, il y a des véritables universités qui fonctionnent selon les règles de l'art. Donc, ce n'est pas une solution d'envoyer les gens à l'extérieur, c'est un choix en termes d'avantage coût, un choix rationnel qui doit reposer effectivement sur un certain nombre de critères. Si tant il est vrai que vous avez une idée claire, une vision claire de ce que vous voulez faire, de votre enseignement supérieur et de votre pays. Merci, professeur. Nous passons sur le plan économique, votre spécialité. Le Gabon, depuis quelques années, accumule actuellement des taux d'endettement qui crèvent le plafond. N'est-ce pas inquiétant, surtout lorsqu'on ne sait pas où va autant d'argent? Bon, à mon sens, dire que le taux d'endettement crève le plafond au Gabon est inexact. C'est pas juste. Le taux d'endettement ne crève pas le plafond au Gabon, pour une raison bien simple. Il y a des normes qui existent, des normes communautaires, ce qu'on appelle les critères de surveillance multilatérale. Par rapport à la dette, il y a deux critères de premier rang. D'abord, l'encours de la dette en pourcentage du PIB. L'encours de la dette en pourcentage du PIB ne doit pas dépasser 70% du PIB. Et puis,
L'autre critère de second rang, c'est l'accumulation des arriérés de dettes, aussi bien extérieures qu'intérieures. Alors commençons par le premier critère, effectivement, l'encours de la dette. La dette gabonaise est largement au-dessous de la norme communautaire. Alors, si je prends les données du Fonds monétaire international de 2020 qui apparaissent les plus fiables, je dirais que la dette publique est aujourd'hui de 42,3%. La norme, c'est 70% du PIB. Elle est aujourd'hui à 42,3% du PIB, contre 62% en 2017, 56,5% en 2018 et 40,5% en 2019. Ce qui veut dire très simplement, globalement, qu'on est au-dessous de la norme communautaire. Le dire, c'est inexact. Maintenant, prenons le deuxième critère, l'accumulation des arriérés extérieurs et intérieurs. C'est le critère qui pose le problème. Parce que on accumule des dettes, on ne les rembourse pas comme on devrait les rembourser, ce qui crée un cumul. Et là, l'État gabonais doit s'attacher à réduire, sinon à apurer ses arriérés de dette, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Alors, vous êtes informé suite aux travaux de la task force mise en place par... Attendez, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un autre problème que pose la dette gabonaise, pour que les gens comprennent bien, et qui est plus sérieux. C'est que la dette doit être perçue plus en termes de flux qu'en termes de stock. Cela nous ramène à deux questions essentielles. La première, quel service de la dette est capable de supporter notre économie, notre balance des paiements? Cela veut dire que lorsque vous vous endettez, vous devez rembourser soit annuellement, selon les termes, soit semestriellement, soit trimestriellement, soit mensuellement, le principal, ce que vous avez reçu, la somme que vous avez reçue. Ensuite, s'ajoutent les intérêts, les frais et les accessoires. Donc, vous vous endettez et vous vous engagez à les rembourser mensuellement ou trimestriellement ou annuellement. De quel pouvoir d'achat disposez-vous? De quelles ressources disposez-vous pour faire face à ça? Alors, je vous donnerai un exemple encore plus frappant pour que le public comprenne. Lorsqu'on est en fin d'année au Gabon, il faut attendre le mois de mars pour que l'État puisse opérer des dépenses. L'expression qu'on nous donne, le budget n'est pas encore mis en place. C'est une fausse expression. En fait, qu'est-ce qui se passe? Prenons d'abord le cas d'un pays développé, un pays normal, qui est normalement jeune. Un pays comme la France, l'État, par ses organismes, fait des prêts à l'extérieur, n'est-ce pas? Qui peuvent être annuels, trimestriels, semestriels. Au point que le 31 décembre d'une année, l'État français, le Trésor français reçoit le principal, les intérêts et les accessoires. De manière telle qu'au 1er janvier, il y a de la ressource et on peut commencer les dépenses. Or, pour ce qui concerne l'État gabonais, au 31 décembre, nous devons payer les intérêts, le principal annuel, le principal semestriel, le principal trimestriel, le principal mensuel, plus les intérêts libres. Au point qu'au 31 décembre, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Il faut attendre les premiers chèques qui viennent des pétroliers, parce que les redevances sont trimestrielles, au mois de mars, pour combler. Alors le problème, tant que l'État était crédible, la Banque centrale pouvait, et que c'était autorisé, la Banque centrale pouvait se permettre de nous faire des annonces. Aujourd'hui, l'État n'est plus crédible. Donc, pratiquement, c'est un problème lourd. Le deuxième problème auquel on doit s'attacher, à quoi sert la dette? Quand on s'endette, c'est pour créer un revenu. C'est comme un père de famille, un État se gère à la mesure dont on gère une famille. Lorsque vous vous endettez, père de famille, et que vous passez votre temps au bistrot, à quoi vous a servi cette dette? Si l'État gabonais s'endette pour faire la fête, pour faire oui et soutient le PDG, pour soutenir les campagnes, alors que les choses, les activités qui permettent de créer un revenu sont laissées pour compte, on repousse
ce remboursement pour générations futures et on leur rend la vie difficile et on ne fait pas ce qu'on appelle le développement soutenable. Donc, véritablement, c'est cela que les analyses et les critiques devraient, c'est vers cela que les analyses et les critiques devraient être orientées. Et là, vous taperez en plein dans le mille. Quand on dit l'arrêt est trop élevé, non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est celui-là. Que faisons-nous de notre dette? Puisque le Gabon s'endette, y a-t-il plus de route? Y a-t-il plus d'hôpitaux? Les gens se soignent-ils mieux? Mangent-ils mieux? Voilà les véritables préoccupations, les préoccupations des développements. Est-ce qu'on vit mieux? Voilà, c'est là qu'on doit focaliser l'attention et non sur effectivement des taux d'endettement qui seraient insupportables, ce qui n'est pas vrai. Professeur, vous posez là une question intéressante. Est-ce qu'on vit mieux? Dans les pays où, je parle en Afrique, où on essaie de vivre mieux, c'est là où l'État a privilégié l'entrepreneuriat à côté du salariat. Le Gabon a privilégié le salariat, et ce qui fait que le fonctionnaire, dès qu'il touche son salaire à la fin du mois, va pratiquement le dépenser dans des boutiques ou des marchés qui sont tournés vers l'extérieur. Mbolo, Sekagadi, Sekado et autres. Ce qui fait que, en fait, l'argent, dès qu'il rentre, va vers l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Problème en tant que tel, non. Dire que le Gabon a privilégié le salariat, à mon avis, ce n'est pas un choix délibéré. Ce n'est pas un choix délibéré. Le développement est volontariste. Mais pour qu'il soit volontariste, il faut y penser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon pays? Et pour cela, il faut qu'il y ait une vision. Or, on a des responsables politiques qui n'ont aucune vision pour notre pays. Je prends un exemple. Ali Bongo s'est contenté de dire qu'il veut l'émergence. En 2025. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les pays considérés aujourd'hui comme émergents sont les pays asiatiques. Et on a un exemple, les dragons. Et ces pays asiatiques, c'est depuis 50 ans qu'ils ont donné une orientation. Il faudrait que 50 ans après, nous devenions émergents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par financer et développer la formation au primaire, au secondaire, au tertiaire. Ils sont allés à la méritocratie, les meilleurs aux meilleurs postes. À partir du moment où c'est les meilleurs postes, on aboutit à ce qu'ils ont appelé des Romains, c'est-à-dire des samouraïs en chef, des étudiants, des élèves qui acceptent de reprendre une année avec 16 de moyenne parce qu'ils espèrent avoir 18 ou 19, ce qui leur permettra d'accéder aux meilleurs postes. Quelle est l'option du Gabon? Indépendamment de la nature du baccalauréat, l'option du Gabon, c'est tout le monde peut devenir quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a ceux qui sont formés dans le temps. Il y a, Bongo avait une expression, Bongo père, une expression à ce sujet. Et puis on regarde le fonctionnement de la société. Lorsque les cancres de la République sont hissés au sommet de l'État, au sens pur du terme, ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui voulez-vous qu'il aille à l'école? Voilà le problème qui se pose. Donc, en fait, si nous voulons développer notre pays, il y a un cheminement. Il ne s'agit pas de décréter des choses, ça ne se décrète pas. C'est un acte volontariste qui passe non seulement par une volonté politique, par une vision, mais qui passe par effectivement la conception d'une stratégie. Et la stratégie aboutit effectivement à la mise en place des axes prioritaires. Et c'est ainsi qu'on arrive à développer le pays. Donc, véritablement, nous sommes dans une situation où on ne peut pas évoluer. Alors, suite au travail de la task force sur la dette intérieure, période allant de 2014 à 2018, il a été annoncé que sur les 559 milliards audités, les 2 tiers étaient en réalité fictifs, soit un montant de 370 milliards. Un ministre a été pointé du doigt, Régis Imongo. Est-ce possible pour un ministre de voler autant d'argent? Oh, vous savez, c'est facile de pointer du doigt tel ou tel, et surtout un ministre en poste
ou non? C'est facile ça. Alors que si d'aventure le ministre le fait, c'est avec la bénédiction, l'autorisation et l'appui du chef de l'État. Donc la responsabilité qui est engagée, c'est la responsabilité du président de la République. Surtout dans un pays comme le nôtre, où le président de la République est au cœur du système. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons un système très centralisé. Tout passe par le président de la République. Et dans ces cas-là, véritablement, c'est sa responsabilité qui est engagée. Pour rigoler, monsieur, un ministre, s'il veut faire pipi, il faut qu'il demande la permission au chef de l'État, a fortiori, tirer de l'argent d'une dette du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à écouter certains chefs d'entreprise qui sont déjà passés à côté des cadres de la fonction publique, des finances et du trésor, s'y trouvent des agents du B2, de la DGR ainsi que du parquet. Si bien qu'à les entendre toujours, lorsqu'on leur demande de justifier la dette, qu'ils commencent à justifier au cours en disant ça il faut reconnaître, ça il ne faut pas reconnaître, si vous voulez on vous envoie chez le procureur. Est-ce une bonne manière de faire? Est-ce normal déjà pour la justice d'être représentée à une commission d'enquête alors que la justice doit être saisie en dernier ressort? Est-ce une bonne manière de faire? Ce n'est certainement pas une bonne manière de faire. Est-ce une manière normale? Qu'est-ce qu'il y a de normal dans ce pays? Dans le pouvoir PDG, qu'est-ce qu'il y a de normal? Tout est anormal, hors norme. Ce qui est anormal est hors norme. Autrement dit, on laisse de côté les normes. Les choses dans lesquelles devraient fonctionner, les normes existent. Mais il suffit de dire oui, soutien, d'être un soutien du PDG, et on sort les normes. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. À commencer par le président de la République qui a violé la Constitution. Donc, à partir de ce moment, qui voulait qu'il respecte quoi? Et c'est ça le problème de notre pays. Alors, depuis 2 semaines, ou quelques semaines, deux personnalités françaises, dont l'ancien Premier ministre, et certains de ces ministres qui ont géré les fonds liés à la lutte contre la Covid-19, font l'objet d'enquêtes. Avant la France, là je parle de la France effectivement, avant la France, il y a eu, ici au Gabon, une commission d'enquête parlementaire pour regarder la gestion de l'argent issu des emprunts par le COPIL. Malheureusement, la commission a rendu son rapport au président de l'Assemblée nationale, celui-ci ou ce dernier l'a mis sous coude. Votre appréciation? C'est certainement pas une bonne manière, mais c'est la manière du PDG. Convenons-nous-en, il faudrait que nous ne nous mettons pas des erreurs. C'est la manière PDG. Je te tiens, tu me tiens par la barbe du chien. Comme tout le monde se tient, vous pouvez faire 10 000 commissions parlementaires, rien n'en sortira. Il ira en prison que celui qui a des problèmes particuliers avec le pouvoir, celui à qui le pouvoir veut rendre des comptes. Les autres, ils se paradent effectivement dans la rue. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. C'est la manière PDG de gouverner le pays et c'est ce qui se fait. Et on peut faire autrement et on doit faire autrement. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut mettre fin au pouvoir PDG et passer à autre chose. Comment? Mais comment? Ça part d'abord d'une prise de conscience personnelle, individuelle. Cela fait partie de ce qu'on appelle des conditions objectives et subjectives de la libération. La condition objective, c'est la situation dans laquelle se trouvent les Gabonais. Il reste les conditions subjectives, la manière dont les partis sont organisés, la manière dont on va effectivement être crédible vis-à-vis de l'extérieur, la manière dont on va proposer des personnes crédibles qui sont capables de redresser la situation et la manière effectivement dont on va proposer des programmes crédibles qui non seulement ont le soutien des Gabonais, mais également le soutien de la communauté internationale. C'est possible. Merci, professeur. Il faut se débarrasser du PDG. Nous abordons donc le volet politique de notre émission 1993-1998.
le plus grand parti de l'opposition de cette époque, le Mouvement des Bûcherons, devenu le Rassemblement pour le Gabon RPG, les deux dirigés par Paul Mba Andosol, ne parvient pas à ravir le pouvoir au PDG et à Omar Bongo Ondimba. 2009, même scénario avec André Makobam. Y a-t-il, selon vous, un problème ethnique qui parasite la vie politique au Gabon? À mon sens, le problème ethnique est tout à fait secondaire. Cependant, les politiques le mettent en avant parce qu'ils pensent à tort que les Gabonais y sont sensibles. Si ce n'était qu'un problème politique et fort, pourquoi Mangundu et Jean-Ping, qui ne sont pas forts, n'ont pas pu accéder à la magistrature? C'est tout simplement que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas un problème fort. En fait, c'est un trombleur. Je dirais, à mon sens, qu'il y a deux instruments dont se servent les médiocres dans notre pays. Deux instruments. Le premier instrument, c'est la politique et je dirais l'ostracisme politique. Dès lors qu'il y a un débat, il suffit, si vous voulez éviter les débats, oh, il est pédégiste, on ne discute pas avec les pédégistes. Le débat est clos. Même si le pédégiste a dit quelque chose de juste et soutient quelque chose de juste. C'est rare, mais ça existe. Et puis, si c'est un opposant qui, effectivement, quelqu'un qui est opposant, bon, je ne vais rentrer, mais quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir. Bon, si c'est lui, ah non, non, vous savez, il est opposant. Même si on ose dit quelque chose de juste, on va effectivement l'écarter, tout simplement parce qu'il ne pense pas comme le pouvoir. Ça, c'est l'outil dont se servent les médiocres. Dès lors que vous avez écarté les gars compétents, aussi bien de l'opposition que de la majorité, il vous reste quoi? Les médiocres qui accèdent à des postes qu'ils ne méritent nullement. Le deuxième élément dont se servent les médiocres, c'est le tribalisme. Si vous êtes un fond, il suffit de dire, ah, c'est le biloc. Un biloc compétent, on va le mettre de côté, juste précisément parce qu'il est biloc, alors que c'est lui qui pouvait apporter la solution au problème. Et même, il suffit de dire que c'est un fond compétent sera mis sur le banc, alors qu'on prendra toute la racaille du pays. Et c'est ce que nous voyons tous les jours. Aujourd'hui, le pouvoir n'est pas téléphone. Mais regardez les nominations qui sont faites. Regardez le gouvernement qui est fait. Regardez à tous les postes. Vous pensez honnêtement, je n'ai rien contre le Haut-Togo, que les gens du Haut-Togo sont les plus compétents en finance si on fait un recensement général. Tout simplement parce que les gens qui sont bons dans les autres problèmes, ils n'ont pas de problème. Tous les bons ont le même problème. À l'intérieur du Haut-Togo, vous allez vous rendre compte que les compétents du Haut-Togo sont mis sur le banc. Les autres, c'est facile à faire oye soutien. Et vous avez un poste que vous ne méritez pas. Le problème de notre pays, ce n'est pas femme contre bilan. Ce n'est pas un problème ethnique. C'est véritablement l'incurie et la suprématie des incompétents par rapport à tous ceux qui sont compétents, qu'ils soient bilan, qu'ils soient femmes ou non. Voilà le réel problème. Il faut que nous fassions la promotion de ceux qui en ont réellement les compétences. Voilà. Pensez-vous que le vote massif de Wellington, d'où vous êtes originaire, et plus généralement en faveur de Jean-Ping en 2016 est un fait que l'on peut assimiler à une réaction communautaire liée aux trois expériences de 93, 98 et 2009? Il y a plusieurs Gabonais qui l'ont analysé de la sorte. D'autres se sont positionnés en fonction de cela. D'autres ont voté en fonction de cela. Mais tel n'est pas mon cas. Parlons tout d'abord du Wellington. Le Wellington est objectivement, au regard de ses potentialités et de ses ressources humaines, la province la plus brimée du Gabon. Au point que tout Wellington est naturellement porté vers l'opposition. En 2016, Ping s'est trouvé à la bonne place et au bon endroit et il a été voté, c'est tout. Mais à bien y regarder,
Le Golentem n'est pas la seule province brimée. Tenez, je vais vous prendre un exemple. Bongoville, c'est là où est né, semble-t-il, Bongoma, Père, et là où est né, semble-t-il, enfin, c'est là la ville de, semble-t-il, Ali Bongo Ondimba. Mais il y a une partie de Bongoville qui vote depuis toujours pour l'opposition. C'est un problème ethnique. Je donnerai un autre exemple. En 2013, le bureau de vote, effectivement, de l'école urbaine, effectivement, c'est ce bureau de vote-là. Regardez ce qui habite près de l'école urbaine pour vous rendre compte que ce bureau de vote-là, effectivement, c'est pas celui qui a gagné. Donc, on fait semblant d'avoir dans notre pays un problème ethnique. Le problème n'est pas ethnique. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas ethnique. Le problème, c'est que les Gabonais cherchent qui peut les sortir de cette situation. Malheureusement, les votes sont toujours truqués. Les votes sont truqués. Une élection transparente au Gabon, le PDG n'aura même pas 7%. C'est ça la réalité. En 2016, vous faisiez partie de la personnalité politique gabonaise qui ont créé l'Union sacrée pour la patrie et prôné l'institution transition-élection, encore appelée DPE. Aujourd'hui, vous n'êtes apparemment plus avec les Guy Zoubandama, Zakari Mibouto ou encore Barreau Chambrier, pour ne citer que ceux-là. Pourquoi? Eh bien, on a créé à l'époque l'USP, l'Union sacrée pour la patrie, dont je suis toujours le président du reste. Et l'USP a été mise en place pour deux raisons essentielles. Première raison, ensemble faire barrage à la candidature d'Ali Bongo Ondimba, parce qu'elle était illégale, car anticonstitutionnelle, article 10 de la Constitution. Deuxièmement, exiger la remise en ordre des textes pour qu'on ait des textes impersonnels, pour qu'il y ait des élections crédibles et transparentes sous supervision internationale. Dès que l'objet a été changé au profit de l'élection sans condition, je me suis détaché de tout ce monde. Moi, je n'ai pas changé. Voilà pourquoi je suis à mon niveau en disant qu'il faut une élection crédible et transparente. Les mêmes raisons, et quand je suis parti là, j'ai annoncé mon départ en disant que véritablement les missions de l'USP ont été dévoyées et je ne me voyais plus, je ne me voyais pas rester là à travailler avec des gens qui n'étaient pas capables de tenir parole. Voilà. Et avec Jean-Pierre? Ah, pour Ping. Ping a opté tout de suite pour l'élection. C'est lui qui a mené cela. Et fort de sa puissance financière. Et bien, je me suis tranquillement retiré de ce camp, non sans avoir pris soin d'aller dire à Ping, avec témoin, qu'il filait du mauvais coton et qu'il ne serait jamais président de la République dans ces conditions. Le reste, la suite, tout le monde la connaît. Alors, à l'international, la Côte d'Ivoire attire à nouveau l'attention sur elle. L'opposition dirigée par Henri Konan Bédié vient de mettre en place un conseil national de la transition au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle qui donne Alassane Ouattara largement vainqueur. Repartons-nous vers une nouvelle guerre civile, d'après vous? Ah ben, guerre civile, pas tout de suite à mon sens. Pourquoi? Parce qu'il reste à Alassane Ouattara un dernier outil, effectivement. C'est la formation d'un gouvernement d'union nationale après avoir débauché les têtes de proue de l'opposition. Réussira-t-il, y parviendra-t-il? Ça, je n'en sais rien. Mais à terme, je pense que Ouattara perdra. Surtout s'il n'y parvient pas. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Gabon. La Côte d'Ivoire est sous la tutelle de la France, un peu comme le Gabon. La dernière crise était soutenue en sommet par Paris, qui avait chassé Ouattara Gbagbo du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, mis dans les mêmes paramètres,
l'opposition sans le soutien de la France peut-elle réellement bousculer Ouattara? La dernière crise était soutenue par la France, mais le soutien de la France était explicite. Ce n'était pas un soutien caché. L'armée française est intervenue en Côte d'Ivoire. C'est l'armée française qui a débouché Gbagbo. Bon. Est-ce que l'opposition ivoirienne peut bénéficier de ça? Là, on fait de la spéculation parce qu'il faut vivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quels sont en politique? Il y a toujours des liens tacites, il y a toujours des accords tacites. Quels sont les accords internes et externes que les opposants passent? Je n'en sais rien. Mais je dis que la guerre civile de sitôt, non. Ouattara dispose encore effectivement d'un outil. S'il sait en user, il pourra tenir, mais s'il n'y parvient pas, il ne tiendra. Que la France ait un soutien militaire, le pays deviendrait alors ingouvernable. Et dans ces conditions, on ne peut pas maintenir un pays dans telle situation pendant 5 ans. C'est impossible. Est-ce que, je vous pose la question en tant qu'acteur politique et analyste, est-ce que ce n'était pas une erreur pour Gbagbo à l'époque d'accepter d'aller négocier à Paris au lieu de choisir l'option de Kagame qui avait à son époque tourné le dos à la puissance coloniale? Eh bien, ça, je ne sais pas objectivement. Bon, disons que c'est facile de faire une analyse a posteriori, mais il faut bénéficier de tous les éléments d'appréciation. Moi, je n'ai pas les éléments d'appréciation qui ont amené Gbagbo à aller négocier à Paris. Quel était l'état des forces en présence? Les forces explicites, les forces implicites. Ça, je n'ai pas du tout ces éléments-là qui me permettent, en toute objectivité, de vous prononcer et dire s'il était opportun ou non pour Gbagbo d'aller négocier en France. Ça, je ne peux pas dire. Alors revenons au Gabon. Depuis quelque temps, un certain nombre d'acteurs politiques reviennent souvent sur la nécessité d'une transition. D'autres la font procéder d'une déclaration de vacances du pouvoir. Jean-Pierre Gui pose comme condition première qu'on le déclare vainqueur de la présidentielle de 2016 pour qu'il soit installé comme président de la République. Pas seulement élu, mais en exercice. Votre analyse? Eh bien, je m'intéresserai d'abord aux divers appels au dialogue. Pour dire que tout dialogue suppose deux choses. Le respect de la parole donnée et le respect des engagements pris, engagements écrits. Or, le PDG et le pouvoir sont coutumiers du non-respect des engagements. Ils n'ont aucune parole. Exemple, les actes, les accords de Paris. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a commencé à dire que les accords de Paris ne sont pas des injonctions, mais des recommandations, pour finalement les jeter à la poubelle. Le dialogue d'Abondji, qu'a-t-on fait des actes? Les participants plus aujourd'hui, ils veulent que les actes, on puisse les mettre en pratique. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, lorsqu'on a en face de soi un pouvoir comme le nôtre qui est sourd, on se demande à quoi sert le dialogue. Mais pour ce qui est de la restitution du pouvoir à Ping, cette restitution suppose que Ping avait déjà exercé le pouvoir restitué. On lui remet ce qu'il avait déjà. Or, non seulement Ping n'a pas été déclaré vainqueur par des institutions à créer, des institutions compétentes, mais en plus, il n'a jamais exercé le pouvoir au sommet. Et il ne faut pas confondre deux choses. Être massivement voté et être déclaré élu. Seules les institutions compétentes déclarent quelqu'un élu. Alors, maintenant, si on va dans cette option, il n'est pas le seul. Il y a d'autres avant lui qui ont connu cette situation, notamment celui qui a envie, c'est Paul Mabessou. Alors, reste à savoir ce que le peuple gabonais qui est aujourd'hui désabusé, dans sa majorité, en pense. Reste à savoir ce qu'en pense la communauté internationale à laquelle nous sommes associés. À mon avis, il faut tourner la page de Jean Ping
comme président de la République ou comme potentiel président de la République. Mais en revanche, il faut savoir que c'est un monsieur qui a le mérite d'avoir fait ce qu'il a fait et qui a encore un rôle à jouer dans notre pays pour qu'il passe la main à d'autres qui vont relever ce pays. Et c'est le travail que Ping doit faire. Et ce travail-là, il y gagne. Maintenant, l'appel à la transition, il faut le dire, cet appel s'imposait en 2016. Porte-flambeau en qualité de président de l'USP. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus en les mêmes termes, car les choses ont évolué. En fait, à y regarder de près, le débat est focalisé entre d'un côté le PDG ancien, qui, fort de ses ressources publiques, du contrôle strict des appareils administratifs, des appareils législatifs et judiciaires, souhaite rapidement qu'il y ait la vacance de pouvoir. Et puis, dès lors qu'il y a vacance de pouvoir, automatiquement être déclaré vainqueur, quel que soit le résultat des urnes. Coutumier du fait, il est appuyé par ses affidés. De l'autre côté, il y a un PDG nouveau qui, lui, n'a que la puissance des ressources financières, qui souhaite gagner du temps à travers un gouvernement, on dit transition, mais en fait c'est un gouvernement d'union nationale qu'il veut faire. Comme ça permet à chaque élément de se positionner, de renforcer la position financière, et puis cela donnera une plus grande manœuvre pour la prochaine échéance. Entre ces deux positions extrêmes, mon avis, c'est qu'il faut savoir raison garder et penser en priorité au Gabon. Parce que ces deux positions extrêmes ne pensent qu'aux personnes qui sont impliquées et non au Gabon. Pour que la transition au Gabon soit salutaire, à mon avis, il faut dissoudre le Parlement. Il faut proposer une charte de la transition qui sera signée par 4 acteurs principaux, représentants de l'armée, des confessions religieuses, de la société civile et de la classe politique. Le tout sous médiation internationale. Il en sortira un président de la transition neutre, n'est-ce pas, qui désignerait un premier ministre qui, lui, aurait la responsabilité du gouvernement. Mais un gouvernement qui ne devrait pas dépasser 25 membres, parce qu'il faut redresser le pays. Et là, ça doit être des personnalités équilibrées, compétentes et sérieuses dans leur fonctionnement de tous les jours, et qui pourraient fédérer effectivement les Gabonais. C'est cela qui me semble possible. Alors, en cas de dialogue ou d'échange entre le pouvoir, la société civile et l'opposition, qu'est-ce qu'on peut aborder comme sujet? Alors, déjà... Alors, le partage des postes. Non, ça ne se pose pas en termes de partage des postes. Et c'est là, si on partage les postes, on va dans un gouvernement d'union nationale. Vraiment, c'est quelque chose de catastrophique pour le pays. Ce n'est pas un partage des postes. Il s'agit de savoir aujourd'hui que la tension est focalisée entre le PDG ancien et le PDG nouveau. Bongo a dit d'un côté et ses affiliés, Ping de l'autre et ses affiliés. Il faut choisir une personnalité neutre pour peser, effectivement, pour apaiser les tensions. Et dès lors qu'on a cette personnalité neutre, on doit choisir un premier ministre qui, lui, a pour objectif le redressement du pays d'une part au plan économique et sur le plan politique, la mise en œuvre des textes impersonnels et l'organisation des élections crédibles sous supervision internationale. Et le partage des postes, non, sinon on retomberait dans la géopolitique, sinon on retomberait effectivement dans ce que je reproche le pouvoir actuel. Tous les médiocres vont venir là, réclamer les postes. C'est eux qui sont voilà, ils soutiennent. Non. On saura qu'aujourd'hui, il y a tant de spécialistes pour les postes de télécommunications qui sont capables de redresser le pays. On ira les chercher. Ils existent dans ce pays. Ils le peuvent.
on saura qu'en matière d'éducation nationale, il y a effectivement des enseignants du secondaire, il y a des professeurs de l'ENS, il y a des enseignants de supérieurs compétents et sérieux qu'on peut mettre à ces postes-là. Et je crois que le choix serait très très large. Si on commence à se partager les postes, rien ne peut avancer. Parce que ceux qui se partageront les postes, c'est lorsque précisément on aura un pouvoir, quelqu'un qui aura gagné les élections crédibles et transparentes. Il nommera son premier ministre, il formera son gouvernement, il appellera les gens à son gouvernement. Or, là, le gouvernement de transition a pour objet, si gouvernement, si transition il y a, redresser le pays d'une part, mettre en place des textes impersonnels pour permettre l'organisation des élections en toute quiétude. Ce n'est pas un partage de postes. Quelqu'un qui veut être candidat à l'élection présidentielle peut ne pas participer au gouvernement. Pourquoi faut-il qu'il participe nécessairement au gouvernement? Il n'a qu'à préparer sa campagne en dehors du gouvernement. Mais le gouvernement, c'est une équipe serrée qui a pour objectif de redresser d'abord le pays et de mettre en place et de permettre qu'il y ait des élections transparentes. Alors, depuis l'AVC d'Ali Bongo Ondimba à Riyad, le pays a connu deux gestions. D'abord, ceux des jeunes de la GEM avec Brice Lacruche Lianga, et puis aujourd'hui, ceux de l'âme avec Noureddin Bongo Ondimba, avec les conséquences que nous connaissons tous. Est-ce qu'il n'y a pas, au niveau des Gabonais, particulièrement des politiques, une sorte de laxisme en laissant des jeunes arrogants dilapider comme ça tout un pays? Est-ce qu'il n'y a pas de laxisme de la part des Gabonais? Mais est-ce que les Gabonais ont leur mot à dire? C'est les Gabonais qui ont nommé Noureddin. C'est les Gabonais qui ont nommé celui qui est en prison. C'est les Gabonais. Non, non, c'est leur pays. Quel pays? Il y a un pays qui a nommé Noureddin. Il y a un pays qui a nommé, comment il s'appelle, Aliamba. Il n'y a aucun pays qui l'a nommé. Il a été nommé par le président de la République. S'il y a des ordres, c'est sa responsabilité. C'est tout. Alors, ce que je n'accepte pas, c'est que le président de la République fait tous les désordres qu'il fait. Personne ne le regarde. C'est le président de la République qui les a nommés. C'est sa responsabilité à lui. Professeur, en regardant les Gabonais dans les yeux, en sachant l'état actuel d'Ali Bongo Ondimba, êtes-vous convaincu qu'il est encore en état de gouverner? Je ne connais pas l'état actuel d'Ali Bongo Ondimba. Si vous l'avez vu quelque part, dites-moi, moi je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas où il s'est pris, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc je ne suis pas du tout au courant. Moi je n'aime pas supputer. J'aime parler sur la base de ce qui est objectif. Il a eu un AVC. Moi je ne suis pas médecin. J'attends voir le rapport. Mais le rapport qui a été fait à Riyad, que j'ai lu, ce rapport-là, c'est un rapport alarmant. La première réaction, elle est humaine. C'est comprendre quand quelqu'un est dans une difficulté de ce type, on comprend. La deuxième réaction, elle est politique. Le Gabon n'est pas la chose des Bongo. Quand quelqu'un est diminué physiquement, il faut qu'il passe par là. Voilà ce que je veux. Je comprends la maladie, mais le Gabon, c'est une chose publique. Le Gabon nous appartient plus. Ce n'est pas la propriété d'une famille. Donc, moi, je ne sais pas dans quel état est Ali Bongo. Moi, je ne l'ai jamais vu. Depuis, je l'ai vu quand on était au gouvernement ensemble. Je l'ai vu en 2009 quand on a fait la campagne ensemble. Depuis lors, je ne sais pas où il vit. Je ne l'ai jamais vu. Alors donc, je ne sais pas dans quel état il est. Depuis 2016, année de la dernière présidentielle, le régime français a instauré une sorte de distance vis-à-vis des politiques gabonais, notamment de l'opposition. On constate quand même depuis quelques jours un certain activisme de la part de l'actuel ambassadeur du Gabon, de la France au Gabon. Cela cachera-t-il quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu une boule de cristal pour savoir ce qui se trame et ce qui cache derrière. Je ne sais pas. Mais
nous sommes en relation internationale, il n'y a pas de philanthropie. Chaque pays, effectivement, est attaché à ses intérêts propres. La France vise ses intérêts dans ses relations avec le Gabon. Le Gabon, et c'est ma thèse, doit viser ses intérêts pour qu'on arrive à ce que j'appelle des équilibres optimaux. Satisfaire les intérêts de la France, oui, mais sans compromettre nos intérêts. L'aspiration légitime de nos populations à la démocratie, d'une part, et l'aspiration légitime de nos populations au bien-être, d'autre part. Seulement, je pense que notre fonction objective est mal posée. Dès lors que nous ne regardons que ceux qui ont des sous et des sous volés, ça ne peut pas marcher. Dès lors que nous ne regardons que le PDG ancien et nouveau dans ses composants, on ne peut pas. Nous avons au Gabon des compétences assises à la maison, dans tous les secteurs d'activité, et qui peuvent aider le Gabon à progresser. C'est de ce côté-là que se trouve la solution à notre problème, non du côté du PDG qui, en 50 ans, a fait la preuve effectivement de son incompétence et son incapacité à redresser le pays. Professeur, notre émission tire à sa fin. Avant de vous donner l'occasion de prononcer votre mot de la fin, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la reprise des cours au primaire et au secondaire ce lundi en tant que des mesures liées à la pandémie au regard des réalités pour le parent d'élèves que vous êtes, pour l'enseignant que vous êtes. Sommes-nous prêts à envoyer nos enfants à l'école lundi? Bon, d'abord, sommes-nous prêts à envoyer nos enfants à l'école lundi? C'est une réponse individuelle de chaque parent. Les parents ne peuvent pas se retrouver à un endroit pour dire est-ce que je suis prêt ou non à envoyer mon enfant à l'école. C'est une décision individuelle de chaque parent. Mais je dis que nous sommes dans une période très difficile, une période de trouble. Et dans une période comme cela, il faut savoir raison garder. Et en cela, est-ce qu'il vaut mieux décréter l'année blanche ou une année effectivement mal faite? Je crois que j'ai opté pour une année mal faite, mais à condition que le gouvernement mette du sien. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale décide de la rentrée, il doit y avoir à côté des mesures objectives, concrètes, qui ont été prises. Mesures courantes et mesures progressives. Il faut qu'il rentre en contact avec les syndicats. Parce que le grand problème qu'il y a dans notre pays, c'est que nous gérons notre État comme il y a 1000 ans. On parle de politique économique, aujourd'hui on parle de politique publique, parce que le gouvernement n'est pas le seul acteur. En cela, une raison. Si le gouvernement dit, et comme on commence lundi, on l'a vu par le passé, il suffit d'un petit syndicaliste qui décide que les cours ne commencent pas lundi. À terme, c'est le syndicaliste qui a raison. Donc le gouvernement doit savoir qu'il ne dirige plus seul. C'est les politiques publiques. Il faut dealer avec les autres centres d'intérêt du pouvoir. Le pouvoir n'est pas unique. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous avez tout. Il faut qu'il y ait une négociation avec toutes les parties, toutes les composantes de la décision, à savoir le pouvoir politique, oui, mais les syndicats, tous les syndicats, rentrer en contact avec lui et avoir un cahier de charge et voir dans quelle mesure le gouvernement peut objectivement y répondre. Et effectivement, il y ait contrôle. Ce n'est que dans ces conditions que la rentrée, à mon sens, sera viable et sera profitable, non seulement pour le gouvernement, mais pour l'ensemble du pays. Merci, professeur. Votre mot de la fin. Eh bien, mon mot de la fin, c'est que malheureusement, nous avons affaire à un gouvernement qui est sous, à un pouvoir qui est sous, qui se contente des effets d'annonce. On fait du saupoudrage et on pense que c'est ça la réalité. Mais on ne développe pas un pays de cette manière. Ça, c'est la première lacune. La deuxième lacune, c'est que le gouvernement n'est plus seul à décider. Les États modernes, c'est les politiques publiques.
C'est plusieurs acteurs qui sont en jeu. Le gouvernement joue un rôle de coordination. Tant que le pouvoir pense qu'il peut toujours imposer, rien ne se fera. On fera 10 000 rentrées et on se retrouvera avec une baisse de niveau au fil du temps. Je veux dire que la situation de notre pays est dramatique. Malheureusement, les hommes politiques que je vois parler parlent de tout, sauf de la situation de notre pays. Chacun veut accéder au pouvoir sans se préoccuper du peuple qui est censé servir. Le peuple, ce n'est pas fictif. Le Gabon a besoin de cadres. Il faut penser à la formation. Si le Gabon veut être un pays fort dans 30 ans, 50 ans, il faudrait penser à la formation au primaire, au secondaire et au tertiaire. Le développement procède d'un acte volontariste. Il se prépare. Le PDG nous a habitués au saupoudrage. Il faut arrêter ça. Et comme ils sont incapables, il faut qu'ils s'acceptent de céder le pouvoir. Voilà mon Merci, professeur. Mesdames et messieurs, merci. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours et qui vivent au Gabon, vous pouvez la retrouver en différé sur Radio-Télé Renaissance ainsi que sur Radio-Télé Nazareth. Pour les autres, vous pouvez la suivre en rediffusion sur les réseaux sociaux, sur les sites pour lesquels vous êtes branchés en ce moment. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un nouvel invité. Bonsoir chez vous et à samedi.